bonsoir à tous, merci d'être là, que ce soit en live ou alors en différé, pour écouter l'émission Culture J. Hello, c'est Swanette, merci d'être là ce soir, encore une fois, donc ça c'est trop chouette, et puis tous les autres aussi, les anciens, les nouveaux, c'est trop bien, voilà, pour écouter l'émission Culture J dédiée à la culture, l'actualité culturelle. Et coucou, merci d'être là. Et puis voilà, donc ça reprend cette année après une petite pause, j'avoue, qui était un peu nécessaire aussi. Et parce qu'au niveau technique, on était quand même un petit peu dans la galère. Donc c'est pas que ça s'est beaucoup arrangé, mais on dirait qu'il y a un petit peu de mieux. Bref, cette année, je stream lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et si je peux le week-end, j'améliore mon lab en matière de stream et surtout je vais créer une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez trouver mes streams mais aussi des conseils culturels un peu punchy, un peu montée dynamique, tout ça. Bref. Et bien, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le week-end. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'avoir un week-end et qui bossent pas demain. C'est cool, voilà, premier week-end après la rentrée. Allez, ça va, c'est facile. De quoi on va parler ce soir? Alors, de plusieurs choses. J'ai lu beaucoup de choses intéressantes qui sont assez conséquentes, donc je ne vais pas non plus parler de 15 000 choses, mais j'ai retenu 3 sujets pour vous ce soir. Alors, je vous avouerai que j'avais préparé ça dans mon carnet, mais en fait, Oscar est passé par là. Alors là, cet après-midi, je me dis, mais où est-ce que j'ai mis mon carnet de stream et tout, sur lequel je prends mes notes et tout. Et là, je le vois, ah là, c'est le drame. En fait, il a tout gribouillé, donc pour vous montrer, voilà. Donc, je vais essayer de me relire, mais c'est pas évident. Mais bref. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc, là, en ce qui concerne la revue de presse, je vais vous parler du décès. Alors, j'espère que je prononce bien, de Mikis Theodorakis. Alors, franchement, je ne le connaissais pas, vraiment pas du tout. C'était un grand compositeur grec. Après, vous verrez que certainement vous connaissez au moins cette musique emblématique qui est devenue un classique de la Grèce. Mais en fait, il est surtout connu parce qu'il a une histoire, mais perso, mais de fou, quoi. Et c'était toute son histoire, toute sa vie, c'était une histoire de lutte, de combat, il a résisté, il a été torturé, enfin, vous verrez, c'est assez hallucinant. Et à travers son histoire, on apprend beaucoup de choses de la Grèce. Finalement, moi, je connaissais pas vraiment l'histoire de la Grèce. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, quoi. Donc, sacré homme qui est décédé, là, il y a quelques jours. C'était hier ou avant-hier, je crois. On parlera aussi musique, mais de manière particulière à travers le prisme de la guitare Fender. Peut-être que vous connaissez ou pas d'ailleurs. En fait, c'est une marque de guitare électrique. Et si je vous en parle, c'est que j'ai lu un article dans Le Parisien qui est super intéressant, qui nous montre qu'en fait, cette guitare, c'est plus qu'une guitare. En fait, c'est la musique, c'est les groupes de rock, que ce soit les anciens, c'est les groupes même pop de maintenant, c'est la country. Enfin, ça transcende toutes les générations, ça transcende tous les styles de musique. Donc, article super intéressant. Ça sera aussi l'occasion d'écouter 2-3 secondes de mythiques guitaristes. Et puis je vous parlerai aussi de Jane Austen. Oui, là c'est le côté littérature de la chose. Il y a un très bon article dans le dernier numéro de Lire. Alors parfois on a tendance à peut-être penser que Jane Austen, allez, c'est un peu mièvre, que c'est des histoires d'amour romancées, tout ça. Et en fait non, Jane Austen c'est vachement plus que ça. J'ai envie de dire, c'est pas que ça. Au contraire, c'est une romancière de son époque qui a su très bien saisir ce qui se passait à l'époque, et notamment sur la condition féminine qui passait forcément par le mariage. Et c'est un très bon dossier qu'on trouve dans le nouveau numéro de Lire, donc voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. On continuera le petit tour dans la revue Science et Vie Junior qui s'intéresse là beaucoup au rire. Voilà, une analyse scientifique du rire, donc c'est plutôt pas mal, et 2-3 petites infos par-ci par-là. Et pas de conseils culturels ce soir, parce que là, ma fille, c'était son premier jour de classe, donc blablabla, c'est normal, c'est cool. Donc là, je me suis dit, jamais je n'arriverai à préparer mon conseil du jour, et donc j'ai préféré abandonner. Donc, on n'aura pas ce soir, c'est la première fois, mais c'est pas grave, parce que je vous en préparerai ce week-end. Ouais, on part dans l'actu, et comme d'hab, je prépare mes notes, et je suis à vous, une petite musique pour patienter, et je suis à vous tout de suite.
choses dans l'actu. Alors, c'est vraiment de l'actu culturelle pour le coup, puisque c'est arrivé jeudi, ouais, donc c'était hier. C'est le décès de Mikis Theodorakis, qui était un grand compositeur grec, mais pas que. Et je n'en avais, comme je vous l'ai dit, jamais entendu parler. Et en rentrant du boulot, bref, j'entends voilà, tout le monde en parle. Et je me suis dit, je vais décortiquer un petit peu ça. Et puis je suis tombée sur un article de Libération qui est vraiment top, parce qu'il retrace toute sa vie. Et quelle vie, mais une vie incroyable, faite de lutte pour la démocratie et de combat, voilà. Et malgré tout ce qu'il endurait, il était toujours là, à lutter jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je voulais vous partager cet article qui est vraiment très très bien. Alors je vais vous le diffuser. C'est parti, c'est paru, c'est dans Libération d'aujourd'hui, c'est tout frais. C'est tout frais. Voilà, l'adieu grec, oui, voilà, parce qu'il était grec comme son nom l'indique. C'est vrai que là on pouvait pas douter. D'ailleurs ça commence fort l'article, un article de Fabien Perrier, alors, correspondant à Athènes. Vous savez que dans les journaux, vous avez des correspondants un peu partout dans le monde qui sont là pour vous donner l'actu sur place. Hey, bonjour, à nouveau, une nouvelle, c'est chouette, merci d'être là. Dans cette émission, on parle culture, actualité culturelle, mais de manière détendue, pas prise de tête. L'idée, c'est vraiment de parler de culture, d'en apprendre tous les jours, parce que vous le saurez très vite que j'ai pas la science infuse. Il y a plein de choses que je ne sais pas, mais j'apprends, je suis vachement curieuse, donc j'apprends. Et j'aime bien partager tout ce que je lis avec vous. Une bonne introduction, voilà, c'était un grec dont la vie semble s'être confondue jusque dans sa chair avec l'histoire de son pays. C'est bien Mikis Theodorakis. Donc il était... c'est la Grèce, c'est lui, et lui c'est la Grèce. En gros c'est ça, c'est l'un ne va pas sans l'autre. C'est cool, merci pour tes encouragements, c'est trop sympa aussi de voir aussi des nouveaux noms, c'est chouette. Alors voilà ce que je disais, je ne connaissais pas du tout cet homme, et pourtant qu'est-ce qu'il a fait pour la Grèce notamment, pour la démocratie grecque. Alors, c'est ce qui est dit dans l'introduction, voilà, un grand compositeur. Vous allez voir, vous allez écouter plutôt, on va entendre un extrait de ce qui est devenu presque l'hymne de la Grèce. Figure de la gauche, oui, c'était dans la lutte gauchiste, c'est vrai. Infatigable défenseur de la démocratie, alors même infatigable, c'est même comment dire, un euphémisme, parce qu'en fait, là, c'était au-delà même de la torture, de tout ce qu'il a subi. C'est assez incroyable. Inventeur du sirtaki, c'est cette fameuse musique, on va l'écouter. Et donc il est mort hier à l'âge de 96 ans, et il était tellement connu, il a tellement marqué son pays qu'il y a eu un deuil national de 3 jours qui a été décrété par Athènes. Alors voilà, pas une seule manifestation de la gauche sans qu'on diffuse les compositions de ce musicien, qui en plus n'était pas connu qu'en Grèce, mais partout dans le monde. On verra qu'il a signé pas mal de musique de films également. La moindre de ses sorties en public, c'était énorme, c'est ce que nous dit l'article en fait. Soit il faisait des meetings, et alors du coup c'était des milliers de personnes qui étaient là à le suivre en meeting politique, soit il donnait des concerts, et je crois qu'il avait joué devant 80 000 personnes, je crois, en Grèce, et c'est noté dans l'article. Enfin voilà, c'était pas juste un petit concert lambda comme ça. Non, c'était quelqu'un vraiment de renommé. La musique plus connue, c'est ce qu'on appelle le sirtaki. Forcément, vous connaissez. Je vais vous faire écouter quelques notes, qui est devenu presque un hymne national de la Grèce, parce que effectivement tout le monde connaît. Donc là, on aurait peut-être envie de danser dessus. Petit rythme qui s'accélère. J'imagine que c'est la sitar, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est caractéristique. Hop, on reconnaît tout de suite. Et après, voilà. Voilà, mais bon, je pense qu'on n'avait pas un seul reportage qui parle de la Grèce sans qu'il y ait cette musique en fond. C'est pas possible. Voilà, donc c'est ça, le sirtaki. Voilà. Que nous dit l'article aussi ? Oui, il a eu un parcours politique qui est assez incroyable. Son parcours politique et ses faits de résistance. Mais cet homme de gauche, membre du Parti de la gauche européenne, s'est battu pour la démocratie en Grèce, tout en dénonçant sur la scène internationale les horreurs commises de façon répétée dans ce petit bout d'Europe. Parce que l'histoire de la Grèce, pour moi, voilà, elle est assez éloignée de ce que j'ai pu apprendre. Enfin voilà, je la connais pas du tout, cette histoire de la Grèce, et cet article est tout à fait intéressant pour ça. C'est ce que... Et l'article, il y va à fond, le journaliste il dit c'est peut-être le dernier héros grec. Allez, carrément.
Il semblait immortel, c'est vrai qu'il est décédé à l'âge de 96 ans. C'est un bel âge et surtout, il a survécu à tout. Alors à la mise au banc et à la torture dans son pays, à plusieurs reprises. Une petite biographie de cet homme. Donc il est né le 29 juillet 1925 dans une famille aisée dans laquelle, nous dit l'article, en fait, la musique, la musique et la culture avaient quand même sa place. Donc c'est pour ça que il s'est pris de passion pour la musique très tôt. Et il avait du talent aussi. C'est un peu à la manière de Mozart. On ne sait pas si c'est du talent, de l'entraînement, si c'est un mélange des deux. Mais il a composé des choses de malade déjà à 14 ans. À 12 ans, il se met au violon et il compose déjà ses premières chansons. Voilà, si vous voulez, en matière de comparaison, j'ai commencé le piano à 6 ans. Si vous voulez, je faisais 3 notes. Et je n'ai jamais trop composé. Donc il y a quand même quelque chose un peu de talent, j'imagine, dans ces histoires un petit peu folles de musiciens incroyables. Alors il compose une chanson qui est beaucoup reprise dans les meetings gauchistes notamment, cette fameuse chanson du capitaine Zacharias qui s'inspire d'un texte du poète grec Nanos Valaoritis, et c'est devenu l'hymne de la résistance grecque quand le pays est envahi par les nazis. Donc vraiment, il y a une histoire derrière cette chanson-là. Et il s'est beaucoup inspiré de la mythologie grecque aussi, des poètes grecs, de la littérature grecque pour créer ses musiques et ses chansons. Et je trouve que c'est pas mal ça aussi, moi je ne savais pas du tout. Par 2 fois, il a été jeté en prison et torturé. Alors, ça c'est pour l'histoire, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et au contact de ses co-détenus, il découvre cette fameuse théorie marxiste. Et puis du coup, on va dire qu'il vire communiste, on peut dire ça comme ça. Et ça, je ne savais pas qu'à la Libération, en fait, la Grèce est tombée dans une guerre civile, oui, c'est dit comme ça, de 46 à 49, et il était encore là, au milieu de la lutte, et contre la prise du pouvoir des contre-révolutionnaires. Il est de nouveau torturé, et il est de nouveau emprisonné. Alors, chose pas très funky, il est tabassé, envoyé à la morgue, donc on l'a cru mort, mais en fait ses camarades parviennent à le sortir de là, le transférer à l'hôpital, et il survit. Mais quelle histoire incroyable, quoi. En fait, il était quasi mort, donné pour mort, et il survit grâce à ses camarades. En 47, le Parti communiste grec est interdit. Donc, quand ça veut dire interdit, c'est-à-dire que si vous y êtes, c'est torture, c'est exécution. Il n'y a pas de juste mesure pour ceux qui sont communistes à l'époque. Et puis à chaque fois il est déporté sur des îles, et à chaque fois en fait la musique elle est toujours là, alors même qu'il est torturé, emprisonné, finalement la musique est toujours là. Et alors même qu'il est déporté, il découvre une musique traditionnelle grecque qu'on appelle le rebetiko, et il en fait quelque chose, il s'inspire, il compose, et quand en 49 il refuse de signer une déclaration de repentir pour être libéré, il est transféré sur une autre île, il est de nouveau torturé, et là-bas, il y a encore la musique. La musique, elle est toujours là en fil rouge de sa vie. Il entend un autre détenu chanter, et ce détenu-là, ça va être son compagnon de route toute sa vie, et même un interprète de ses compositions. Donc c'est assez dingue. Et je crois qu'il parle de la musique, il dit, dans l'article c'est indiqué, il nous dit, à tous les moments difficiles de mon existence, la musique a frappé à ma porte. Elle est entrée et a ravi la moitié de moi-même. L'autre moitié restait parmi les hommes et leurs immondices. Il fallait soutenir le regard de la violence et pas fléchir devant tant de laideur. Voilà. C'est juste incroyable ces paroles-là, mais c'est le fil rouge de sa vie. C'est vrai que certains, j'avais lu un article sur la musique dans les camps de concentration, de déportation, et certains disaient, moi je pouvais même plus entendre de la musique, parce qu'il faut savoir que la musique était même utilisée comme moyen de torture. J'avais lu un très bon article sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a la musique tout le temps et que c'était associé parfois à des actes horribles, et certains étaient même obligés de jouer dans des orchestres, dans des camps de déportation et de concentration. Et donc ce qui fait que quand certains ont été libérés et ont survécu, ils n'ont plus pu jouer de musique, ne pouvaient même plus entendre la musique. Et bien pour Mikis Theodorakis, qui a vécu torture, déportation, emprisonnement, finalement la musique ça a été son salut. Donc c'est une manière autre de vivre la musique, mais ça a été là toute sa vie. Donc je trouve ça assez beau même, quand on lit ces paroles.
Tellement de choses dans sa vie, mais cet article il est assez incroyable. Ouais, il fait d'ailleurs de la musique un véritable acte de résistance. Il enseigne le solfège à ses camarades, il organise une chorale, il compose une symphonie qui est interprétée devant les autres détenus. Donc il encourage même les autres à profiter des bienfaits de la musique. Donc c'est encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est assez dingue. 54, le miraculé, parce qu'il est un miraculé, il s'en est encore sorti. Il obtient une bourse d'études pour étudier au Conservatoire de Paris. Sa musique devient un moyen de rendre accessible à travers des chants, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la littérature grecque des 19e et 20e siècles, ou alors d'autres poètes grecs que vous connaissez certainement. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi, hein, de vulgariser la chose par la musique. Il faut le faire. Alors, il renouvelle aussi progressivement la musique populaire. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, au niveau musical, il s'arrête pas à ce qu'il connaît. Il décide vraiment d'explorer des nouvelles choses. Et il fait des mélanges entre les airs folkloriques et puis traditionnels et puis la musique plus classique. Et ça donne ce que ça donne, mais ça fonctionne. Il a composé des bandes originales aussi qui lui donneront une aura internationale. Musique et politique sont étroitement imbriquées. Il a par exemple signé la musique du film de Costa Gavras qui s'intitule Z et qui porte sur l'assassinat d'un député de la gauche démocratique en Grèce. Et d'ailleurs, il l'a connu, hein, cet homme-là, Theodorakis. Et il a signé la musique de ce film-là. Donc c'est forcément lié. Musique, politique, même sa vie, tout ça c'est imbriqué. Très simplement finalement. Ah ouais, ils nous ont encore plein de choses à apprendre. 64, parce que voilà, on continue sur le chemin de sa vie. 64, il est député, puisqu'après il s'engage en politique. C'est à ce moment-là qu'il crée le sirtaki, hein, qui est perçu aujourd'hui comme un air traditionnel grec, alors que finalement c'est très récent. Une musique qui est quand même, alors à la base signée pour un film qui s'intitule Zorba le Grec, et qui est une musique plutôt joyeuse, quoi. Voilà, ça diffuse un idéal de liberté, une joie de vivre qui font d'elle, au final, l'incarnation de la danse grecque. Et c'est porteur d'espoir, de joie, donc c'est plutôt chouette. Une nouvelle fois, l'horreur arrive, c'est des rebondissements à répétition. En 67, les colonels s'emparent du pouvoir. Ils font régner la dictature pendant 7 ans. Je ne savais absolument pas qu'il y avait une dictature en Grèce. J'avoue à mon ignorance, mais elle a eu lieu pendant 7 ans. La dictature interdit la musique. Et comme souvent on l'a dit, hein, quand on a lu certains articles qui parlaient de dictature dans le monde, la culture, ça fait peur, puisque ça nous permet de réfléchir, d'exprimer nos émotions, etc., de ressentir des choses. Donc dès qu'il y a dictature, très souvent il y a interdiction de la culture, il y a censure, et parfois ça va très loin. Là, c'est interdit par le gouvernement grec sous peine de poursuite pénale, voire autre, ne sait-on pas. Alors, il est encore déporté au camp de concentration d'Oropos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors après, il est libéré. Depuis Paris, il est très lié à Paris aussi, hein. Il combat la justice en créant le Conseil national de la résistance. Bref, il continue encore et toujours, jamais découragé. Après, on est en 73. 73, l'histoire s'accélère en Grèce. Les étudiants de l'école polytechnique sont dans la rue. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas juste une petite grève lambda, c'est vraiment une grève assez conséquente. Et faire grève à l'époque, c'était vraiment sous peine de répression très violente. Et encore une fois, sa musique a été utilisée comme symbole de résistance. Et il y a un ancien de la radio de Polytechnique qui témoigne et qui dit, une ambiance très particulière, une ambiance, c'est pas le mot d'ailleurs, hein. Voilà, il y avait les chars, tout ça, il y avait des morts dans les affrontements, hein, c'était réel. Et puis, lui, à la radio, il a diffusé la musique de Theodorakis comme mouvement comme signe de résistance. 74, la dictature tombe. Elle tombe en Grèce et voilà, Theodorakis est accueilli comme le héros dans son pays. Grand succès au niveau musical aussi, parce qu'il donne des concerts devant plus de 80 000 personnes, et vraiment il est devenu un héros grec sans nul doute. C'est ce que nous dit l'article. Voilà, engagement sur la scène politique jusqu'à la fin de sa vie, encore récemment, hein. Il s'est engagé jusqu'en 2018.
Et c'est pour ça, c'est pour cette vie absolument incroyable, pour ses actes de résistance, de lutte, pour sa musique, que c'est un héros grec et qu'un deuil national de 3 jours a été déclaré en Grèce. Voilà, pour la chanteuse grecque que je ne connais pas d'ailleurs, Haris Alexiou. C'est un adieu à un dieu, un siècle de Grèce. Mais oui, parce qu'il est décédé à l'âge de 96 ans. Donc histoire incroyable, et ça m'a permis d'en apprendre pas mal sur la Grèce et sur cet homme, voilà, à la grande destinée. Donc voilà, vous penserez à moi si vous en entendez parler, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, que ce soit à la radio, dans les journaux, dans les revues, voilà, et peut-être dans les reportages à la télévision. Mais on a besoin un peu de ces figures-là, de résistance, de lutte, qui finalement nous montrent que tout est possible, malgré tout, malgré l'horreur, malgré les rebondissements absolument incroyables, tout est possible. Il y a encore de la chance, de l'espoir pour la démocratie. Alors je n'ai pas de lien pour vous parler de l'article que j'ai lu, du prochain article que j'ai lu et que je voulais vous partager. Si, j'ai un lien quand même, c'est la musique. Mais ouais, la musique, puisque là on va parler musique. Mais un autre style, quoique tous les styles confondus, par le prisme de la légende Fender. Alors peut-être que vous connaissez, c'est une marque de guitare électrique, mais ce n'est pas que ça, puisque nous dit le Parisien Week-end, alors de la semaine dernière, ça a été créé il y a 75 ans, et c'est surtout devenu un mythe incontournable cette marque, comme vraiment incontournable. Voilà, et en plus ça fait vibrer les artistes du monde entier, des grands rockers, des anciens rockers, des Rolling Stones, des guitaristes comme Keith Richards, Jimmy Page, Jimi Hendrix, etc. En passant par M en France, le guitariste et chanteur M, et en passant aussi par Taylor Swift, par exemple, qui utilise aussi les Fender. Donc vraiment, ça transcende la musique, différents styles de musique, différentes générations, différents pays. Ça a une aura internationale, et l'esprit rock'n'roll n'est pas mort, nous dit l'article du Parisien. Et comme j'aime beaucoup le rock, et notamment les anciens groupes de rock, voilà, j'ai plaisir à vous partager cet article-là. Donc dans le Parisien Week-end de la semaine dernière, je vais vous le diffuser. Voilà, cette fameuse Fender, mais il y a plein de collections de guitares Fender, mais c'est une marque à part entière qui a été créée dans les années 60 par Leo Fender. Donc voilà, la guitare porte le nom de son créateur. Comme d'hab, je fais bidouille des trucs, donc c'est pas terrible, mais ça va bien fonctionner quand même. Voilà, incontournable marque de guitare électrique, mais pas que. On est en juin 67. Un exemple un peu de cette guitare qui s'exprime à travers ses musiciens emblématiques, avec un festival qui s'est tenu en 67 en Californie. 67, si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être 2 ans avant Woodstock, parce que Woodstock c'est en 69. On est en 67, mais bref, c'était quand même ambiance festival, baba cool, etc. Et ça se tient là en Californie. C'était, avant Woodstock, le plus important festival de rock jamais organisé à l'époque. Donc, vous pouvez y trouver les noms de l'époque. The Mamas and the Papas, The Who, Grateful Dead, Janis Joplin, Jimi Hendrix, avant que la plupart ne décèdent quelques années après. Et on a pu entendre les sonorités inédites de leur guitare à tous ces guitaristes de ces groupes-là. Des sons qu'en fait personne n'avait jamais entendus auparavant, qui s'incarnent plus précisément à travers Jimi Hendrix, qui est quand même le personnage emblématique, guitariste, plus que chanteur. Peut-être d'ailleurs il disait je gère la guitare, mais chanter, je suis pas sûre, pas sûre que le chant ce soit mon truc. Et puis après, j'avais lu ça dans un genre rock and folk de l'époque, je sais plus, il y a une dizaine d'années. Puis après, il a entendu Bob Dylan, il a dit c'est bon, je peux chanter, il n'y a pas de souci. Puisque vous le savez peut-être, mais Bob Dylan, ok, c'est un chanteur, mais il a quand même une voix pas très agréable, mais ça fait sa marque. Bref, Jimi Hendrix c'est un chanteur, mais c'est avant tout un guitariste de folie. Et durant ce fameux festival, il s'accroupit, il pose l'instrument devant lui, il arrose d'essence à briquet et l'enflamme, à ne pas reproduire chez soi bien sûr, mais cette scène elle est rentrée dans l'histoire, et surtout il a enflammé cette fameuse guitare Fender. Je vais vous passer quelques secondes de ce moment-là pour que vous puissiez voir ce que c'était le festival à l'époque, donc bien sûr à ne pas reproduire chez soi, mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque.
Voilà, bon, alors après il est un petit peu en tranche, je pense qu'il y a quand même quelques petites substances par-ci par-là qui font que. Mais n'empêche, vous entendez ce son, ces sonorités que personne n'avait jamais entendues en fait. Alors là, c'est vrai ça ressemble un peu à un brouhaha, une sorte de chaos musical, mais c'était vraiment caractéristique de ce son Fender. Mais Jimi Hendrix, c'est pas que des sons comme ça, hein, c'est aussi, voilà, justement, alors oui, là, voilà, Jimi Hendrix, il joue avec ses dents aussi, hein, oui, il a joué de la guitare avec ses dents, c'est possible. Mais voilà, ce son qu'on peut reconnaître à travers tant d'autres. Et là, on la voit vachement bien, cette fameuse guitare. Si je dis pas de bêtises, c'est une Stratocaster, si je dis pas de bêtises. Mais c'est la guitare de Jimi Hendrix. Et c'est le son de Jimi Hendrix. Et c'est ce que nous dit l'article, c'est pas mal. Il nous dit quoi l'article? Ouais, il nous dit que c'est un guitar héros dans toute sa splendeur, en fait, Jimi Hendrix. Hein. Voilà, exécutant le geste ultime équipé de la guitare électrique la plus emblématique de toute la Strat, voilà la Stratocaster. Un objet qui a façonné comme nul autre la musique populaire du XXe siècle et a permis d'écrire les plus beaux morceaux. Ben oui, parce que ils vont être énumérés dans l'article, mais qui a joué avec une guitare Fender? Ben, c'est Jimmy Page, de Led Zeppelin, c'est Keith Richards, des Rolling Stones notamment. Il y a aussi Eric Clapton qui était avant de jouer en solo dans un groupe qui s'appelait les Yardbirds. Voilà, tous ces guitaristes ont forcément joué une fois ou l'autre avec cette fameuse guitare. Le rock n'est plus aujourd'hui le genre dominant dans les hit parades, c'est vrai, mais les guitares héros sont passées de mode, je ne sais pas, quoique le rock est toujours là. Hey, bonsoir Caronix, merci d'être là. Ce soir, j'espère qu'on pourra te mettre un peu de baume au cœur ce soir, encore une fois, après cette semaine un peu chaotique que tu as vécue. Ouais, quand ils ne sont pas simplement décédés. Mais j'adore l'article, c'est pas très... Ouais. Mais oui, on peut dire ça, il y en a quand même beaucoup qui sont décédés, comme Jimi Hendrix par exemple. En 2017, le Washington Post ose même titrer que la guitare électrique est morte, carrément, donc... Ok, ça c'est dit. Quant à Gibson, c'est l'autre marque de guitare américaine, hein, c'est la plus vieille marque de guitare américaine. Elle a déposé le bilan en 2018 avant de se redresser. Par contre, Fender ne connaît pas la crise et beaucoup s'accordent à dire que non, le rock n'est pas mort en fait, hein, et que le marché de la guitare électrique n'est pas en déclin. C'est ce que nous dit Alan Clark, un responsable je crois que c'est un magasin de guitare et de oui, c'est ça, mythique, d'ailleurs, magasin de guitare de Los Angeles. Il nous dit, ouais, il est faux d'affirmer que le marché de la guitare électrique est en déclin. Non, il fonctionne toujours. Simplement, on va le voir, c'est intéressant. Les utilisateurs de la guitare, notamment de la guitare Fender, n'ont plus le même profil qu'à l'époque. On a l'impression que ça va être des plus anciens qui écoutaient le rock à l'époque, qui veulent jouer en Fender. Non, pas forcément. Vous verrez que le profil a beaucoup, beaucoup changé. Ouais, ça va, merci Caronix. Ouais, ça va, une bonne semaine. Voilà, un peu de stress quand même, mais pas moi, plus les enfants qui ont repris l'école, mais tout s'est bien passé, donc à moindre mesure, donc ça va. Ah, ils sont sur CD. Ouais, c'est ça. Non, CD, c'est... Oh, qu'ils sont pas plus de CD maintenant. Ça y est. Je règle en même temps mon casque parce que j'ai l'impression que petit souci, mais bref. Ouais, profil en mutation. Les clients et leur motivation ne sont plus les mêmes. On va le voir un peu plus en détail après. Bref, la Fender reste un instrument mythique que tout le monde veut s'offrir. Je vous avouerai que tout le monde ne peut pas se l'offrir non plus, hein, puisqu'il faut quand même débourser une sacrée somme. Mais en même temps, et c'est aussi dit dans l'article, hein, c'est fait à la main dans une usine, c'est pas fait à la chaîne. Il y a quand même vraiment un beau boulot derrière, derrière les guitares Fender. Après tout, flashback 49, en Californie, l'histoire de cet instrument a débuté grâce à Leo Fender, pardon. On sent que c'est la fin de la semaine, hein, ça bafouille un peu. En fait, Leo Fender, il n'est pas du tout branché, enfin, c'est pas un musicien en fait, hein, le gars. Il a 40 ans à l'époque, il est même un peu timide, donc c'est pas le portrait du rocker type, hein. Il est aveugle d'un œil droit et incapable de jouer la moindre note, donc on se dit mais pourquoi ce gars-là, il a inventé cette guitare-là? Il a pu l'inventer surtout s'il ne jouait pas et connaissait pas la technique.
Mais il s'était quand même fait une petite réputation sur la scène naissante des bricoleurs d'instruments amplifiés. Il y en a qui bidouillaient un petit peu leur instrument pour en faire sortir des sons un peu différents. Et il était déjà connu pour les accompagner, pour être là en gros avec eux. Elles sont pas en boulot, elles sont en chaîne. Caronix, alors pour ceux qui connaissent pas Caronix, il est toujours là pour sortir des bonnes blagues. Alors ça n'a l'air de rien, mais il faut les sortir les blagues. C'est vrai que c'est pas facile non plus de s'improviser blagueur. Donc merci aussi d'égayer un peu le chat, c'est sympa. J'ai toujours pas réglé cette histoire de boîte de chat qui s'affiche pas. Ah là là, ce week-end, je me mets à la technique. Ce week-end, allez, objectif du week-end, essayer de créer un lab un peu plus, voilà, un petit peu plus cool, un peu plus dynamique, un peu de décor, et régler cette histoire de chat qui défile, mais juste 2 secondes. Et puis on verra ce que ça va donner lundi du coup. Je me suis acheté la 5e intégrale d'une saga. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allée en librairie pour la simple raison que si j'y vais, voilà, j'en ressors un peu ruinée. Donc des fois j'évite, mais vraiment j'évite en plus d'y aller parce que je sais que je vais être trop tentée et voilà, c'est ta galère. Mais là, il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Mais bref, c'est chose qui n'a rien à voir avec l'article que je vous dis. Ouais, donc ce fameux gars, Léo Fender, a priori c'est pas un musicien, mais il est là quand même, et il fréquente surtout les stars de l'époque, qui ne sont pas des stars de rock, mais plutôt des stars de country, qui est quand même la musique américaine par excellence. Une des musiques américaines par excellence. Comme une star de Nashville, c'est là où tout se passe au niveau country, Jimmy Dickens, je ne connais pas du tout. Et une autre aussi, Jimmy Bryant, je ne connais pas non plus. Une étoile montante de la country, mais qui s'essaye à un instrument qui lui fait essayer, qu'il a apporté. Et donc il se saisit du prototype avec un design minimaliste à l'époque. C'était juste une planche de bois arrondie, polie et vernie, vissée à manche. Donc c'était pas la Fender telle qu'on la connaît maintenant. Bref. Mais en jouant, il y a quelque chose qui se passe. Et immédiatement, Brian, ce musicien de country à la base, il devient le centre de l'attention. Tout le monde l'écoute parce qu'il se passe quelque chose que personne n'a jamais vu ni entendu. Alors ce n'est pas en réalité la toute première guitare de ce type qu'il a créée, Léo Fender. Il y en a eu d'autres avant lui, notamment Gibson aussi a construit de nouveaux modèles. Mais là où il était intelligent, Léo Fender, c'est qu'il a associé cette guitare à la production en masse. C'est-à-dire qu'il a produit en masse. C'était plus la guitare un peu élitiste, produite par-ci par-là, et puis réservée à ceux qui pouvaient se la payer. Là, il l'a produit en masse. Et là, on est dans le côté commerce et business de la chose, qui est assez intelligent. Et en plus, bonne guitare. Le principe de la construction de la guitare, c'est quoi? Simplicité, solidité, polyvalence. Et ça a plu à beaucoup d'artistes qui l'ont acheté. Et c'est devenu un best-seller. Ça a été vendu dans le monde entier. D'abord par les musiciens de country et de jazz, alors que on les associe plus à des musiciens de rock. Et ensuite aux premiers rockers, mieux, en plus, elles anticipent le genre. C'est parce qu'ils entendent ce son qui est assez clair, claquant, tranchant. On pouvait l'entendre là avec l'extrait de Jimi Hendrix qui joue à Purple Haze, qu'il y en a qui se mettent à jouer du rock'n'roll. Par exemple, il y en a qui jouaient de la country, du jazz, du blues, et puis finalement qui sont mis à jouer du rock juste grâce à Léo Fender et à cette fameuse guitare. Donc les noms, voilà, ils vont arriver, ils vont arriver, je vais vous les citer, mais vous les connaissez peut-être. Pour les plus jeunes, au moins 2 noms, c'est sûr. Forcément, les guitaristes des Beatles, George Harrison, Eric Clapton, des Yardbirds, parce qu'il avait un groupe avant de jouer en solo. Pete Townshend, le leader des Who, connu pour détruire ses guitares en concert. Il était aussi barré. Je crois qu'on avait parlé des Who, ça devait être en mai ou en juin lors d'un stream, mais ils étaient bien barrés, les Who. Ça, c'est clair. Keith Richards, Keith Richards, le cofondateur des Rolling Stones. Il avait même donné un nom à sa Telecaster. Il se l'était approprié. Jimmy Page aussi. Je crois que je vous ai sélectionné une vidéo de Jimmy Page, il me semble, pour que vous puissiez aussi entendre. Alors, c'est un lien YouTube de quelqu'un d'amateur, j'ai pas retenu le nom, je suis désolée pour la source. Mais là, vous pourrez entendre peut-être au moins le son Fender. Je sais pas s'il a joué que avec des Fender,
Jimmy Page, mais il a beaucoup joué avec des Fender. Donc voilà, mais ça fait partie de ces musiciens qui ont joué avec les Fender. Voilà, si vous connaissez pas Led Zeppelin, Jimmy Page, il faut bien sûr écouter. Les chansons n'ont en plus pas vieilli, mais c'est juste des chansons incontournables. Il y en a qui sont magnifiques aussi. Donc n'hésitez pas à découvrir ça. Pour revenir à l'article, voilà, tous les grands noms sont cités. Ils sont tous là. Ils ont tous touché à la Fender et de nos jours, ils sont aussi là à jouer à la Fender. Avec la Fender, par exemple, voilà, l'article cite Damon Albarn. Moi, j'adore ce musicien. Alors, il fait partie du groupe Blur, du groupe Gorillaz. Il a fait un album solo qui est juste, mais magnifique, qui s'appelle, est-ce qu'il s'appelle pas Mr. Robot, je crois, mais juste magnifique. Donc, vraiment compositeur de génie en plus. PJ Harvey, oui, alors même une chanteuse de R&B qui s'appelle Her, je pense qu'on prononce comme ça plutôt à l'anglaise, à l'américaine. Taylor Swift, elle joue aussi de la guitare Fender. Et puis en France, on peut citer M, voilà, que vous connaissez, qui est un très très bon musicien également, Louis Bertignac ou alors Dominique Nicolas d'Indochine. Voilà. Et Kurt Cobain aussi, hein. La Fender Mustang, c'est un modèle bien précis, 64, a été remise à la mode par Kurt Cobain au début des années 90. Bref, ils ont tous joué avec la Fender. On va finir par quelques infos encore là dans l'article que je vais vous partager. Une info qui est sympa parce qu'en fait les clients de la Fender ils ont changé. C'est pas forcément ces vieux musicos voilà, qui écoutaient les groupes de rock de l'époque. Non, en fait ça s'est vachement féminisé. C'est ce que nous dit l'article en fait. Les femmes sont devenues vraiment une cible marketing. Et c'est le résultat d'une enquête voilà, qui a été commandée par qui par le nouveau PDG de Fender en fait. Hop, il a commandé une étude de marché pour faire un état des lieux de la clientèle. Et en fait, les résultats l'ont sidéré. D'une part, il a découvert que contrairement aux idées reçues, un client sur deux était en fait une cliente. Et en fait, d'autre part, que la moitié des primo-acquéreurs arrêtaient la guitare après les trois premiers mois. C'est marrant ce genre d'info parce que, allez, on claque tout son argent dans la guitare et finalement on abandonne quelques temps après. C'est parce que la guitare, c'est assez dur quand même. Je ne sais pas si... Alors, attends. Je ne sais pas si ma blague est passée, nous dit Caroline. Si tu galères, prends un mon chéri et lui dis merci. Si tu galères, prends un mon chéri et lui dis merci. Ok, d'accord. Écoute, je l'ai redite. Merci Caroline. Moi, ça me fait toujours sourire. Voilà, donc ça, c'est le nouveau profil de ceux qui achètent des guitares Fender. Et en fait, ça ne faiblit pas les ventes. Au contraire, ça s'amplifie. Surtout... J'en ai peut-être grâce, c'est bizarre de dire grâce au Covid-19, mais ouais, celui-ci encore. Parce que, voilà, pendant le confinement, notamment en mars 2020, et tous les mois qui ont suivi, les gens se sont beaucoup mis à la musique. Les ventes de Fender se sont envolées, il y a eu des applis en même temps pour apprendre, voilà. Je dois partir, j'ai un spectacle ce soir, bon week-end et à lundi, mais le spectacle, mais c'est la vie, mais ça fait tellement plaisir, faut bien profiter, profite bien du spectacle. Ça manque tellement. Donc là, quelle chance d'aller à un spectacle ce soir. Profite bien et peut-être à lundi, du coup, bon week-end. Merci d'avoir été là quelques temps, c'est trop bien. Voilà pour cet article-là. Donc, c'était l'occasion, j'avoue, un peu égoïste pour moi, de vous partager quelques noms de musiciens que j'aime bien et de vous faire écouter quelques extraits de sons, de rock que j'affectionne tout particulièrement. Dernier article que j'ai retenu pour vous. Là, j'ai pas de lien par contre. C'est un article qui est issu du dernier magazine Lire. Alors c'est vrai que le dernier magazine Lire est centré sur la rentrée littéraire, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en septembre, il se passe quelque chose en matière de littérature, c'est cette fameuse rentrée littéraire. Donc une flopée de romans, c'est-à-dire que c'est pas, je sais pas les chiffres, hein, mais c'est vraiment beaucoup de romans qui sortent. Même trop d'ailleurs à mon avis. Je me rappelle quand je bossais en librairie, alors je bossais au rayon jeunesse, mais je me souviens mes collègues du rayon littérature qui recevaient des romans pagaille, il n'y avait même plus de place pour les placer. Il y a un petit côté un peu, moi que j'affectionne pas particulièrement, un peu compétition comme ça. Après c'est les concours, c'est les prix, etc. dans la foulée. Voilà, moi j'associe pas forcément la littérature à une sorte de compétition, mais voilà, il faut savoir que c'est la rentrée littéraire. Donc je n'ai rien lu de la rentrée littéraire, donc je ne peux pas vous en parler. Mais par contre, voilà, on a ce dossier consacré à Jane Austen, mythique et incorrect, mais oui carrément, parce qu'on a
tendance à penser que Jane Austen, c'est mielleux, c'est niais, c'est l'histoire d'amour, puis voilà, basta. Mais non, mais en fait, la nana, elle a tout compris de son époque. Elle avait un œil aiguisé. Elle a su retranscrire un peu avec ironie et de manière un peu tendancieuse les manières de l'époque, la société de l'époque. Et c'est pour ça que je voulais vous partager l'article. Il est absolument passionnant. Ça me rassure, Kaonix. Toi non plus, tu n'as pas lu les romans de la littérature, de la rentrée littéraire. Oui, je préfère les genres que t'aimes. Donc c'est plutôt fantasy, science-fiction, fantastique. Voilà, moi j'aime bien la littérature, mais j'attends en général que la rentrée littéraire passe. J'attends un petit peu les avis des uns des autres pour finalement lire ce qui peut être le plus intéressant. Et dans les prix, dans les concours, je suis pas très prix concours, mais moi j'adore le prix Goncourt des lycéens. C'est à chaque fois, chaque année, c'est un choc. Donc je l'attends avec impatience celui-ci, mais sinon les autres, j'avoue que je m'en fiche un petit peu. Prix Goncourt et tout le reste, tout le tralala, je m'en fiche un petit peu. Mais je vous en parlerai quand même. Ça n'empêche pas. À lire de l'érotisme, je crois. Oui, je pense que tu n'es pas le seul. Mais que, bon, c'est peut-être un peu tabou de dire ça. On va pas le crier sur tous les toits en général. Donc, voilà. Mais tu sais que c'est un genre de plus en plus à la mode, donc faut pas en avoir honte non plus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tendance à dire, moi je lis ça et tout. Voilà. Mais ça se vend plus que ce qu'on ne pense. Ouais, merci en tout cas d'avoir été là un petit moment. Et puis, bon appétit. Puis si tu reviens, c'est cool. À tout à l'heure peut-être. Donc voilà ce fameux dossier sur Jane Austen. Au-delà du sentimental, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas que des histoires, ce n'est pas des histoires mièvres, mielleuses et tout ça. Non, d'ailleurs ça commence comme ça l'article direct. Non, c'est carrément un dossier, c'est très complet. Non, l'anglaise Jane Austen n'est pas une romancière sentimentale. C'est une romancière qui écrit sur les sentiments, c'est pas pareil, il faut faire la nuance, sans être dupe des illusions qu'il suscite. Et elle a un œil très aiguisé là aussi sur les relations amoureuses, tout ce qui se joue, les stratégies liées à l'époque aussi. Et sans nier non plus la façon dont ils nous meuvent. Parce que c'est universel aussi, les sentiments, l'histoire d'amour. Je sais pas si on a ce cliché-là, cette idée-là, ce stéréotype-là, par rapport peut-être aux adaptations de Jane Austen au cinéma. Alors j'ai dû en voir une ou deux, ça m'a pas marqué, mais il me semble qu'il y a des acteurs qui sont estampillés comédie romantique qui jouent dans ces adaptations. Je me demande s'il y a pas Hugh Grant qui est quand même l'acteur des films romantiques des années 90 par excellence, qui joue dans une adaptation de Jane Austen. Donc ça n'aide pas à contrebalancer cette idée qu'on a là de Jane Austen. Mais bref. Non, Jane Austen n'est pas une romancière conformiste qui tend à respecter les règles, etc. Non. Elle décrit effectivement la ville de la gentry à l'époque de la Régence anglaise, mais elle le fait avec ses yeux, avec l'ironie, avec du décalage. La Régence anglaise, attention, si je me trompe pas, la fille qui a... Franchement, j'ai pas eu le temps de trop potasser mon stream, mais ça se voit, je pense, c'est ça. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai écouté ma fille qui racontait sa journée, et d'ailleurs, heureusement que c'est priorité, la famille, tout ça. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de potasser, mais la Régence, c'est début 19e, il me semble. Et c'était... c'est début 19e. Et puis, je crois, c'est parce qu'il y a Georges, c'est le combien Georges III, je crois, qui est décédé de maladie, et donc du coup, il y a son fils, Georges IV, ça serait logique, qui prend le relais, voilà, et qui devient prince régent pendant plusieurs années. Et c'est aussi une époque assez particulière, où en fait, j'essaie de regarder dans l'article s'il n'y a pas des petites informations là-dessus, où c'était assez particulier aussi, où en fait on était vraiment beaucoup dans l'apparence, la société était dictée, voilà, par certains codes, on était dans l'excès, parfois dans le too much et tout. Et si vous avez suivi la série Netflix, la chronique de Bridgerton, voilà, c'est vraiment cette période-là. Dans l'aristocratie, c'était les grands bals,
voilà, les mariages arrangés. Et on voit bien dans la série Netflix, pour ceux qui la connaissent, hein. D'ailleurs, il y a les filles qu'il faut qu'on marie, donc il faut choisir le prétendant. Il y en a qui vont déclarer leur flamme, qui vont demander en mariage, mais il y en a d'autres, des filles qui attendent éperdument qu'on les demande en mariage, et puis d'autres qui sont là. Voilà. C'est vraiment cette période-là. Et en même temps, tout est sur l'apparence. Voilà. Mais c'est une période assez particulière. Bref, c'est la Régence. Et forcément, durant cette période, la question du mariage, elle est cruciale, elle est primordiale, puisque tout se joue, c'est très stratégique, hein. Il y a, des histoires d'amour, ça peut arriver, mais il y a aussi beaucoup de mariages arrangés. Ces intrigues, nous dit le dossier, disent assez les injustices faites aux femmes et l'exiguïté de leurs conditions, le mariage sinon rien, parce que tout passe par le mariage, pour s'affranchir, hein, pour se faire une vie correcte, pour qu'elle n'ait pas besoin d'expliciter celle-ci en toutes lettres. Ironie, voilà, ce mot ironie arrive apparaît très, très souvent dans l'article, hein, une belle ironie. Et elle maîtrise l'ironie dès ses premiers écrits de jeunesse, parce qu'elle fait partie de ces gens, hein, comme on a vu avant, avec Théodorakis, de ces personnes qui ont une sorte de don inné, ou voilà, depuis leur tendre enfance. Elle a écrit très jeune et elle avait déjà ce sens de l'ironie dans son écriture. Ouais, c'est de la parodie du premier degré tout en même temps. Un style fluide et vif qui la franchit sans peine les époques. C'est vrai qu'on peut le lire encore maintenant et que ça n'a pas tant vieilli finalement. Bon, il y a une patte de l'époque, hein, ça c'est sûr, mais on le lit voilà, sans que ce soit complètement en décalage avec notre époque. Que nous dit l'article ? Eh bien, plusieurs choses, pour le meilleur et pour les livres, puisque ça c'est un petit jeu de mots, parce que le mariage fait partie, c'est sûr, du thème principal, c'est le thème principal peut-être de ces romans, c'est le fil rouge de ces romans. Son regard saisissait à merveille la ronde subtile des sentiments et toutes les stratégies sociales qui, à la lire, accompagnent chaque union. Boulet un jour, Boulet toujours, c'est moi. Et alors elle a même inauguré une tradition en Angleterre. Jane Austen, c'est la tradition des romans psychologiques, notamment à la publication de alors attention, mon accent anglais il est à fond là, Memoir of Jane Austen en 1869, qui était une sorte de présentation de ses œuvres et puis une sorte de biographie qui a été écrite par son neveu, mais ça a bien marqué les esprits et c'est en gros la naissance du roman psychologique. On aura aussi ouais, c'est ça. Ah ouais, l'image de Jane Austen en France, elle est un peu brouillée, nous dit l'article. Ouais, elle fait longtemps suspectée d'avoir écrit des romans sentimentaux un peu mièvres, c'est ce que je vous disais. C'est toujours le cas un peu maintenant, cette image-là, elle est restée. Si la situation de la jeune fille devant la question du mariage alors crucial est bien l'un de ses leitmotivs, elle l'expose plutôt comme une critique des blouettes qui ont inondé la production littéraire à la fin du XVIIIe siècle. Donc elle était un peu contre-courant en plus, il fallait le faire, hein. C'était pas évident à l'époque d'être à contre-courant de ce qui se faisait en matière de littérature notamment. Le détail de sa vie demeure assez mal connu. Lequel est-il ? Voilà, sa sœur Cassandra ayant détruit une partie de sa correspondance. Sympa la sœur. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est de ses amours, du mariage, tout ça, parce que on pouvait en savoir plus à travers ses correspondances, mais sa sœur y a mis le feu, je crois. Alors, Jane Austen, elle est née le 16 décembre 1775 dans le Hampshire. Elle était la 7e d'une famille de 8 enfants. C'est vrai qu'à l'époque, pas tellement de contraception, donc c'était grande famille. Son père était un pasteur anglican et la culture a toute la place dans la vie de cette famille. Et d'ailleurs, son père, c'est marrant, elle a beaucoup incité à lire des écrits qui sont un peu... qui prêtent à polémique, hein. Et c'est assez marrant de voir que un père fait lire ça à sa fille. Elle a lu dans la bibliothèque paternelle des ouvrages qui sont complètement subversifs. Enfin, voilà, il faut le faire. Mais bref, ça lui a donné l'idée peut-être d'écrire avec sa plume un peu ironique comme ça. Ouais, donc forcément revenu modeste, voilà, mais suffisant pour vivre dans un cadre champêtre qu'on retrouve quand même dans beaucoup de ses romans. Sa maman, Cassandra Lay, c'est une femme qui passe ses journées à coudre aussi, ravaudée sur son sofa, mais elle a hérité d'elle un esprit prompt à déceler tout contraste comique entre les faux semblants et la réalité, entre la vérité et la vanité des rêves. Donc elle saisissait la vie comme ça et les différences entre réalité et rêve qui pouvaient être vaniteux.
Alors pour la petite histoire, elle a été aussi envoyée quelque temps chez une cousine avec une éducation un peu rigide. De retour, elle a l'accès, ce fameux accès à la bibliothèque paternelle, et elle peut découvrir des grands maîtres du roman anglais de l'époque. Des romans aussi un peu, voilà, qui subversifs, pas forcément dans les normes, qui lui ont permis d'avoir sa plume telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un milieu familial où tout le monde ou presque lisait ou écrivait, ça aide mine de rien. Hein, ça c'est peut-être l'analyse de base qu'on peut faire, mais en gros, si on est dans une famille où il y a beaucoup de livres, où on a l'habitude de lire, normalement les enfants prennent le goût de lire. Et c'est pour ça que c'est si important, mais sans en mettre la pression non plus, de faire accéder les enfants à la culture le plus tôt possible, parce que c'est tellement enrichissant pour eux, et puis qu'après ils vont en prendre goût. Voilà, moi c'est vrai que je vais pas me mettre en valeur, hein, c'est pas du tout le cas là, dans ce stream, mais voilà, les livres, il y en a partout chez moi, même tout petit, à partir de 3-4 mois, je en lisais à Oscar, je pense qu'il n'en avait rien à faire, mais je lisais quand même des petits livres, voilà, cartonnés, des petites choses comme ça. Et en fait, c'est vrai que je suis une folle dingue des livres, mais aussi pour mes enfants. Et je trouve ça hyper touchant quand je vois que maintenant, en fait, il s'endort avec un livre et qu'il aime lire et qu'il me demande à lire et qu'en fait, il est hyper curieux grâce au livre aussi. Donc, c'est hyper important, ça, ce contexte un peu familial, culturel. Si on peut, si on a le temps, c'est tellement chouette, ça apporte tellement beaucoup aux enfants. Voilà, c'était la minute psychologie de l'enfant que je vous dédie ce soir. 1811, son premier roman, Raison et Sentiment. C'est bien de commencer par celui-là. Hein. Bon, après, au niveau de ses amours, hein, c'était un peu compliqué. Et puis finalement, elle quand même était un peu badass à l'époque. Hein. Elle a refusé, elle a annulé des mariages, elle a refusé une demande en mariage, je crois. Ouais, il fallait le faire quand même. Hein. C'est rétracté après avoir accepté de se fiancer avec quelqu'un. C'est assez fou. Elle était un petit peu... Là-dessus, elle y allait. Hein. La mort en 1805 de son père plaça Cassandra, Jane et leur mère dans la dépendance de leur frère. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est dingue, hein, et on le voit dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, je vais vous montrer après, la loi interdisant alors aux filles d'hériter de biens immobiliers, elles l'ont vécu, ça, puisqu'elles durent vivre alors dans un cottage loué à Bath, et puis dans une autre ville, Southampton. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien, à mon avis, c'était tout pourri. Et puis c'était les finances, c'était les frères qui géraient, quoi. Donc ça, elle l'a vécu, et c'est dans un de ses romans, je ne sais plus lequel, mais je vais vous montrer après, il y a carrément ce thème qui est abordé là. Bref, elle revient à l'écriture quand même, hein, dans ce fameux cottage comme ça, dans lequel elle est avec sa sœur. Et puis voilà, après elle publie ses romans, alors un peu, je crois, 4 romans, je crois, au début de manière anonyme, il me semble. Et puis après, ça a eu pas mal de succès. Attention, il faut que j'assemble mes feuilles, hein, que j'ai un peu coupées. On sent que c'est le stream de l'impôt ce soir. Mais je sais que vous êtes bienveillants et tout, donc ça c'est cool. Ouais, Raison et Sentiment. On a aussi Orgueil et Préjugés, bien sûr. Je vous les passer après. Et elle avait une vision du monde qui était particulière. Et elle disait, ouais, le monde n'était qu'une merveilleuse et absurde folie. Et elle avait fait sienne une formule du père d'Élisabeth dans Orgueil et Préjugés. Pourquoi sommes-nous au monde, sinon pour amuser nos voisins et rire d'eux à notre tour. Donc elle avait en plus ce sens de l'humour qui était très particulier et plutôt chouette. Quel roman a-t-elle écrit? Je vais quand même vous diffuser 2-3 choses, mais oui, il faut les connaître. Emma, le roman Emma. Alors, il s'est tombé dans le domaine public, forcément, puisque c'est ancien, donc vous trouverez beaucoup d'éditeurs qui éditent Jane Austen avec des couvertures différentes, grand format, petit format, donc vous avez le choix. Emma, le destin n'y est pour rien. Alors, oui, Emma, c'est sympa, je me souviens, je l'ai lu, ça, parce qu'Emma, c'est une entremetteuse, en fait. Et ce qui est assez fou d'avoir ce portrait de femme à l'époque, c'était un peu contre-courant aussi des portraits de femmes qu'on pouvait imaginer. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le sentimentalisme. Emma, elle, au lieu de choisir son propre mari, elle s'improvise entremetteuse. Il est bien plus distrayant pour une jeune femme accomplie de s'immiscer dans les affaires matrimoniales des autres, plutôt que de chercher un mari. Donc c'est un peu les potins en plus de l'époque, les stratégies. C'est hyper fin et c'est un peu tordu, quoi. Donc c'est vraiment... un très bon roman. Mansfield Park, celui-là, je les ai tous lus de Jane Austen, mais après ça date. Hein. Sans richesse d'éducation, la jeune Fanny Price n'a rien pour séduire la bonne société anglaise. Comme je vous l'ai dit, c'était très codifié la société anglaise, donc si vous étiez pauvre, en gros, et si vous n'étiez pas bien sur vous, pas belle, enfin voilà, si la beauté ne correspondait plutôt, si votre physique ne correspondait pas aux critères de beauté de l'époque,
vais dire ça comme ça. En gros, vous n'aviez pas de chance de trouver un mari, et du coup, là, c'était voilà, bad total. Donc, son oncle la recueille, il faut faire bonne figure. Donc, entre frustration et vexation, que sera-t-elle prête à sacrifier pour être acceptée dans le monde enjôleur de ses cousins? Donc, vous l'avez deux mondes qui se côtoient, et ce côté où, pour y arriver, on est dans l'ambition, dans les sacrifices, dans le... Voilà. Donc, si vous aimez bien, en plus, les histoires de potins, le truc à la Koh-Lanta, les stratégies et tout, là, vous y êtes, c'est... Voilà, comme Koh-Lanta, mais à l'époque. Orgueil et préjugés, ben oui, bien sûr, il est très très connu, celui-ci aussi. Et ça parle aussi de... Justement de... Est-ce que c'est dans celui-ci, je crois qu'il y a le... Ah oui, c'est ça, du problème de... Voilà, si le père décède, ce sont les frères qui ont le... Enfin, les fils qui ont le pouvoir financier sur les filles. Voilà, alors, voilà, c'est un couple, ils ont 5 filles à marier, mais ouais, 5 filles à marier, mais pour eux, voilà, c'est compliqué, quoi. À l'arrivée d'un nouveau et riche voisin, forcément, tout le monde va se jeter sur lui. La famille espère que l'une d'entre elles pourra lui plaire. C'est la compétition, mais c'est... Voilà, c'est raide, hein, comme compétition. Et puis voilà, nous dit le résumé que j'ai pris sur Babelio. Jane Austen dépeint les rigidités de la société anglaise au tournant du 19e siècle. Comportement, réflexion du personnage principal révèle les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la gentry campagnarde pour assurer sécurité financière et statut social. Alors c'est peut-être pas dans celui-ci qu'on parle de la question de l'héritage financier, mais on parle de toute façon du mariage, encore et toujours, et comme quoi tout passe par le mariage, notamment l'ascension sociale. Persuasion, est-ce que ça c'est pas un des derniers, je crois, de Jane Austen? Il est intéressant. Il est intéressant celui-ci aussi parce que c'est une histoire d'amour un peu plus à l'ancienne et on aime quand même aussi que les histoires d'amour qui sont voilà, les histoires qui sont fondées sur l'amour et pas que sur les stratégies. Et oui, ça arrive et il y en a des histoires d'amour, des vraies dans les romans de Jane Austen. Voilà, cette histoire entre Anne et Frédéric, ils se rencontrent, ils se tombent amoureux, ils se fiancent secrètement, mais finalement il y a des épreuves, leur relation, ils sont contraints d'y mettre fin parce que voilà, ils sont pas d'accord et tout ça, et puis ils se retrouvent des années après. Est-ce qu'ils vont s'aimer autant qu'avant? Suspense, mais bon, on peut presque spoiler, on va dire oui, mais ça ne va pas se faire sans complications ou autre. Voilà, donc relisez Jane Austen ou découvrez Jane Austen si vous ne connaissez pas, parce que c'est fin, c'est drôle parfois, mais c'est un humour un peu noir, c'est de l'ironie, et surtout c'est une image de l'époque qui est croustillante, quoi. Voilà, si vous aimez les choses, les rebondissements, les potins, les stratégies, les coups bas, voilà, vous pouvez voir tout ce qui était possible de faire à l'époque. C'est passionnant. Et puis il faut la lire parce qu'elle est, voilà, ces romans, c'était précurseur de quand même de pas mal de questions qu'on se pose sur l'émancipation de la femme, le statut de la femme, voilà, dans la société, et c'est plutôt très intelligemment écrit. Donc voilà, du coup ça m'a donné envie de les relire, mais voilà, je n'aurai jamais le temps de les relire. C'est comme cet été, je m'étais dit, je vais lire Proust, allez, je vais découvrir Proust, jamais lu et tout, je vais relire des trucs et tout. Rien, j'ai lu 3 livres, je pense. Par contre, je me suis beaucoup rattrapée en série, mais j'avoue qu'en lecture, c'est la première fois, je pense, de ma vie que ça m'arrive. J'ai dû lire 3 livres. Je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas s'il y en a qui sont lecteurs là-dedans, et puis des fois ils ont des blocages. Mais là, gros blocage, je sais pas pourquoi, mais je vais m'y remettre. Il suffit que je retrouve le déclic avec un livre, et puis après, ça va s'enchaîner. Ouais, donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je n'ai pas pu vous préparer un conseil culturel. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de mes streams en février 2021, donc il y a quelques mois. Mais on a quand même le temps de se balader quelques temps dans le nouveau numéro de Science et Vie Junior. On avait commencé à le feuilleter et à le découvrir ensemble, c'était mardi. Et bien on va le finir aujourd'hui. Il y a un très bon dossier sur le rire et l'analyse scientifique du rire. Donc voilà, on finira ce stream par une petite balade tranquillou dans Science et Vie Junior. Ah, coucou, Charonix, je mets une petite musique, histoire de mettre tout en place. Et je suis à vous tout de suite.
continue notre petite tour qu'on avait débuté mardi. Si vous n'étiez pas là mardi, ce n'est pas grave du tout. Science et Vie Junior, c'est comme son nom l'indique, un magazine scientifique, c'est de la vulgarisation scientifique, donc c'est vraiment la science au sens très très général, adapté aux adolescents, mais pas que, parce que pour moi, qui suis quand même pas hyper douée en sciences, voilà, c'est des années de traumatisme, voilà, je traîne des années de traumatisme derrière moi, scolaire notamment, hein, comme beaucoup, et ce genre de magazine permet de me réconcilier avec la science, on en apprend beaucoup même en tant qu'adulte. Tu n'es pas à nous. Ouais. Alors avec mon conjoint, je suis pas mariée encore. Peut-être je pourrais lui lancer un petit message s'il m'écoute. Un jour, peut-être. Voilà, peut-être. Le message à peine pas caché. Je suis prête, hein. Je te dirai oui si jamais tu me demandes. Voilà. Voilà, fille désespérée. Non, je rigole en plus. Et franchement, j'ai déjà été mariée, mais ça me ferait vraiment plaisir de me marier, bien sûr, avec mon conjoint. Je vous raconte ma vie, là, en fait. Oui, je vous raconte ma vie. Ouais, c'est ça. Ça me ferait plaisir de me remarier, mais c'est sûr, surtout, voilà, à l'aube de mes 40 ans. Parce que ça signifie beaucoup plus, peut-être, que voilà. Je me suis mariée très jeune, je regrette absolument pas, moi, de mon premier mariage. Mais je crois que maintenant, ça aurait plus de sens, puisque oui, là, c'est... Voilà, on est sûr, c'est pitié, c'est rock, c'est tout ça. Voilà. Bon, il faut régler ça. Un petit message, si jamais. La fille qui raconte sa vie, mais n'importe quoi. Ouais, alors, pourquoi rit-on ? Ouais, je vais pas faire mon rire, parce que moi, j'ai un rire vraiment de sorcière. Il est absolument odieux, mais le rire, en tout cas, c'est cool, mais il y a une manière de l'étudier scientifiquement. Quelle que soit la manière, hein, ça peut être la mienne, pas moyen d'y échapper, comme tout le monde vous rigolez. Et pas qu'un peu 18 fois par jour en moyenne, alors ça peut être un petit rire vite fait ou alors un gros fou rire, d'après les études, mais d'où vient son comportement étrange, parfois incontrôlable. Et ça, c'est vrai que c'est vrai. Ça m'arrive, moi des fois je rigole ou je glousse, hein, faut pas se mentir. Souvent parce que je suis gênée, parce que comme je suis une grande timide, des fois je ponctue mes phrases d'un gloussement. Ce n'est pas très glamour, j'avouerai, mais ça fait partie de ces fonctions du rire aussi. Vive ami de bibliothécaire, quoi. Il faut régler ça. Est-il vraiment le propre de l'homme ? Et que dit-il de nous, de nos émotions, de nos peurs, voilà. Tout ça. Ah, ben là, on a des personnages qu'on connaît, d'ailleurs, là. Là, c'est Naruto, ça, bah oui. La vache qui rit. La hyène, forcément, avec son rire. Ah, mon rire peut se rapprocher un peu de la hyène. Hein. Joker, si vous avez vu le film centré sur le personnage de Joker, on l'appelait Happy quand il était petit. Ben oui, avec son rire qui fait froid dans le dos après. Mais bref. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier ? Pas mal de choses. Donc il y a des études qui sont menées autour du rire. Et il y a notamment un psychologue, Robert Provine, qui pendant 8 ans, c'est un professeur, qui a épié des gens en train de discuter dans les salles de classe, des supermarchés, sur des trottoirs au bureau ou dans des soirées. Et sur les 1200 rires qu'il a observés, moins de 20% ont été déclenchés par une histoire drôle, une blague ou une autre tentative d'humour. Ici avec Caronix, en tout cas, c'est bon. Là, les blagues, on les a. On a notre quota, mais parfois, il n'y a pas forcément que ça. Parce que le rire, en fait, il est plus complexe qu'il n'y paraît, nous lit l'article. Se marier avec quelqu'un n'est pas anodin, cela signifie qu'on partage des connaissances, des valeurs ou un milieu social. C'est vrai que le rire, du coup, il a une fonction sociale. Le rire, ça s'apparente souvent à une sorte de réflexe, c'est ce dont je vous parlais juste avant. On rit en moyenne 6 fois toutes les 10 minutes dans une conversation. Le rire réflexe, il servirait aussi à ponctuer la conversation, à la fluidifier, à lui donner une dimension encore plus agréable, ou alors à la relancer, pourquoi pas, ce sont toutes les fonctions du rire, bref. Les rires aussi, le rire peut être une arme de séduction. Sachez que l'attirance d'une femme pourrait être ainsi devinée par le nombre de fois où elle rit au propos de son interlocuteur. Moi, j'avoue que c'est hyper primordial, l'humour. Voilà, je trouve dans une vie de couple et tout, faut déconner, faut rire. Moi, je trouve que c'est hyper important. Le rire peut nous aider aussi à gérer nos émotions, libérer un stress accumulé. Voilà, ça fait partie de toutes ces fonctions du rire. Qui sont exposés dans ce magazine-là. Dans un tout autre contexte, le rire peut servir à mal ou à afficher sa supériorité. Ouais, pourquoi pas, d'où l'expression rire au nez d'une personne. C'est montrer qu'on se sent tellement au-dessus d'elle qu'on ne se donne pas la peine d'engager un affrontement pour le prouver. Voilà, un rire de dénigrement suffit à la rabaisser. Voilà. En tout cas, ouais, moi comme je suis trop gentille,
Mais c'est vrai en plus. Ça ne m'arrive pas. Mais apparemment, c'est peut-être une fonction du rire qui est fréquemment utilisée. Est-ce que le rire est contagieux? C'est une question qu'on peut se poser un peu comme les bâillements. Bah oui, dans certaines situations. Rire se propage plutôt quand les gens vivent une même expérience parce qu'on ressent de l'empathie. C'est ce qui est sur le fil rouge là, de ce qu'on vit à l'instant T. Pour les chercheurs, cette propagation serait due aux neurones miroirs. Ce sont des cellules nerveuses qui s'activent de la même façon quand nous réalisons une action ou quand nous voyons quelqu'un la faire et qui peuvent nous inciter à l'imiter. Comme le bâillement par exemple, et ça c'est vrai que le bâillement c'est non-stop. Et sachez quand vous regardez une série avec des rires enregistrés, il y en a que ça agace, moi j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai qu'au début c'était dur, comme Friends, The Big Bang Theory, enfin toutes ces séries comiques américaines, bien souvent. En fait s'il y a des rires enregistrés, c'est que c'est pour inciter au rire parce qu'on rit plus grâce au rire enregistré. Voilà. Ah, Big Bang Theory, elle est vraiment bien cette série. C'est une des rares séries comiques qui jusqu'au bout tient la route. Moi j'adore Friends par exemple, mais on peut pas nier que ça se tasse un peu au niveau de la qualité des dernières saisons. Le pire je crois que c'est How I Met Your Mother qui les dernières saisons, ils étaient où les scénaristes, mais cette série là, voilà, si vous la connaissez pas, et je fais mon petit conseil vite fait, vraiment top quoi. Même si on n'est pas geek, en plus dans l'âme, il n'y a aucun souci. Les mécaniques du rire, ouais bon bref, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais toute une mécanique qui se met en marche. Déjà à la base, ça naît dans le cerveau. Bah oui, c'est notre système limbique, c'est la zone cérébrale des émotions qui s'active, qui déclenche un rire spontané. Ou alors, sinon, c'est le cortex frontal. C'est là où on cogite, quoi. Qui s'y colle. Et toutes les situations susceptibles de nécessiter un gloussement, ouais, comme les miens, sont finement analysées. Et après, par exemple, le côté gauche du lobe frontal détermine si une phrase ou une image est une blague ou non. Donc c'est plein de parties du cerveau comme ça qui se mettent en action selon le contexte un peu social du rire qui se met en place. Autrement, il y a plein de muscles qui s'activent. C'est pour ça que c'est bien de rire. Ça fait un petit entraînement. Voilà, après moi c'est vrai que je ris pas mal. Et j'ai même les ris du rire là. Des fois ça me complexe. Je me dis mais on voit trop quoi les ris du rire. C'est le big smile. En fait le grand zygomatique fait que nos lèvres s'étirent sur le côté et s'en trouvent. C'est ça. Pour être sûr de la sincérité de la personne qui se marre, regardez autour de ses yeux. Il y a là un muscle, l'orbiculaire de l'œil, qui ne s'active que lors d'un rire involontaire, celui de la joie pure. Le front se plisse, les paupières se contractent et les yeux se ferment légèrement. Et ça, je savais pas qu'il y avait un moyen un peu de détecter la chose. Ça fait un peu mentaliste, quoi. Donc, observez bien les gens pour voir si ils font semblant ou pas. Quand on rit, on se tord de rire et en fait, le cerveau, il active plein de muscles thoraciques et abdominaux. C'est ça que ça fait les abdos de rigoler. On se retrouve parfois plié en deux au point d'en avoir mal aux abdos et ça fait bien travailler les abdos. Le rire se déclenche toujours à la fin d'une expiration. Et après, contraction des muscles, abdominaux, thoraciques, tout ça. Les poumons expulsent le peu d'air restant par saccade. Puis après, ça fait vibrer les cordes vocales en remontant. Donc voilà, vous avez le petit mécanisme de rire qui est explicité. Et bien sûr, on a besoin d'oxygène, voilà, le carburant des muscles. Mais c'est sûr, la fréquence cardiaque augmente de 10 à 20% pour pomper davantage de sang et l'envoyer vers les muscles. C'est vrai que quand on a un fou rire, du coup, on n'arrive même plus à respirer. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Et sachez que rire, ça fait brûler des calories. Rigoler 15 minutes par jour brûle 40 calories. L'équivalent de 1 km de marche quand même. Donc sachez-le. Ça peut être... ça se prend, même si on va pas faire des décomptes des calories, franchement. Quelle idée. Mais bref. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais, un petit focus aussi sur les origines du rire. Et il faut remonter très très loin. Et on peut même faire un parallèle avec les animaux et les grands singes. Parce que la mimique, le rire, tout ça, c'est apparu chez les grands singes il y a entre 10 et 16 millions d'années. Donc c'est hyper ancien. S'accompagne d'un halètement de petits sons spécifiques. Et elle a beaucoup de points communs avec notre rire. Donc l'origine du rire finalement se trouve pas forcément... chez les humains, mais chez les primates. Et puis, 10 à 16 millions d'années, c'est quand même pas rien. Et puis voilà, c'est... les enfants, ça se manifeste très tôt. 11 à 12 semaines après la naissance. Moi, j'adore les premiers fous rires, mais qu'est-ce que c'est chouette. Moi, je me rappelle très très bien du premier fou rire d'Oscar. Qui a été créé par une petite marionnette. Alors peut-être ma collègue me regarde, c'est possible. Si jamais elle me regarde, se reconnaîtra. Elle m'avait offert un petit doudou, une petite peluche à Oscar.
une petite peluche marionnette. Et en fait, je me souviens très bien de son fou rire parce que c'est en manipulant la marionnette qu'il a pété de rire. Et donc je crois que je lui ai jamais dit en fait, mais et c'est marrant parce que ce doudou, ma vie est intéressante, hein. Ce doudou là, il l'a repris, il l'a choisi pour être son doudou d'école. Donc c'est marrant, c'est trop mignon. Il faudrait que je lui redise. Mais voilà, je me souviens très très bien des premiers rires de mes enfants. Et c'est trop chouette ces moments-là. C'est trop mimi. Voilà, vis ma vie de streameuse. C'est ça, mais des fois, je sais pas, je te raconte des petits trucs. Mais bon, après, voilà. Peut-être, voilà, ça fait ajouter un petit quelque chose de perso aussi dans les streams. Chez l'homme, donc chez le singe, donc le rire est d'abord associé au jeu, mais à la différence de nos cousins primates, l'enfant humain, en grandissant, a aussi recours au rire dans une multitude d'autres contextes. Et c'est là que on se dit, voilà, c'est différé par, ça se différencie, voilà, j'arrive à trouver mon mot, des grands singes, puisque après il est question de vivre en société et que le rire, c'est aussi vivre en société. En tout cas, ça fait partie de ces éléments qui font que on vit dans la société d'une certaine manière. Enfin, bref, le rire, vous l'avez vu, a différentes fonctions sociales. Ouais, voilà, dans la lignée humaine, dont les individus marchent debout, le thorax ne subit plus d'impact. Pourquoi je vous dis ça ? Ouais, parce que... Ouais, parce que c'est pas le même rire que les primates, des questions de thorax, tout ça. Bon, bref, c'est un peu compliqué, donc on peut pas forcément revenir là-dessus. Mais les animaux se poilent aussi, on l'avait vu une fois, je crois, aussi, dans un différent stream, on avait guetté ces informations-là, mais c'est vrai que c'est trop drôle. Par exemple, les rats rigolent, c'est possible, ils poussent de petits cris dans le domaine des ultrasons. Donc, ok, ils poussent des cris, mais on les entend pas, hein, ces ultrasons, mais ils ont été étudiés par des chercheurs. Les oiseaux aussi ne sont pas en reste. 67 espèces, dont 3 oiseaux et des mammifères tels que les chiens, les dauphins ou les phoques, émettent des vocalisations du jeu. Donc vraiment, vraiment, ils se poilent. La photo, elle est hallucinante, là, mais effectivement, peuvent se poiler, peuvent rigoler. Les dauphins, les rats, c'est possible aussi. Et les vocalisations du jeu ont de nombreux points communs avec le rire humain. Elles surviennent dans des contextes sociopositifs, expriment un état émotionnel interne, intense, une émotion. Voilà, donc c'est pas mal de choses en commun avec nous. On va bientôt finir le stream, c'est ce qui avait d'intéressant aussi. Ici, ouais, peut-être. Enfin, après, il y a des petites choses à piocher ça et là, mais peut-être je vous en avais déjà parlé, je crois, de cette histoire hallucinante de ces éléphants qui, depuis 15 mois, sont en marche. En fait, c'est un troupeau qui a parcouru déjà plus de 500 km à travers la Chine. Et que font-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en fuite ? Est-ce qu'ils sont en quête d'un territoire ? Il faut savoir qu'ils ne s'arrêtent jamais ou pratiquement jamais. Donc c'est assez fou. Ils sont en exil permanent. Un truc de malade. Je voulais quand même vous partager cet article. Voilà, de mémoire de zoologue, on n'a jamais vu ça. Après 16 mois de cavale, les pachydermes avaient parcouru plus de 500 km. Donc c'est carrément hallucinant. Une expédition qui n'est pas passée inaperçue. Sortis de leur habitat, la forêt tropicale humide, ils se sont rapidement retrouvés nez à nez avec des mammifères bien plus petits mais beaucoup plus envahissants. Nous les humains. Parce qu'ils continuent, hein, qu'importe s'il y a un humain sur leur passage, non, ils continuent. C'est assez dingue. Alors, bien sûr, ils sont étudiés depuis. Les autorités aussi, quant à elles, ont déployé des moyens considérables pour les encadrer et éviter qu'ils saccagent tout ou blessent des gens. Parce que c'est un petit peu... voilà, le troupeau d'éléphants, ça passe pas inaperçu, hein, ça peut faire de sacrés dégâts aussi. Mais pourquoi ? La question, c'est plutôt ça. Voilà. Pourquoi, diable, ont-ils pris la clé des champs et des villes ? C'est ce qu'aimeraient comprendre les scientifiques chinois qui avancent plusieurs hypothèses, qui sont les suivantes. Peut-être que la chef du troupeau s'est égarée, car, ça je ne savais pas, les éléphants forment des sociétés matriarcales, donc fondées sur la mère, hein, la femelle. C'est la plus âgée, la matriarche, qui dirige les opérations. Moi, les scientifiques n'y croient pas trop. A priori, ça ne serait pas forcément la thèse qui serait validée. Certains zoologues suggèrent qu'une perturbation du champ magnétique terrestre aurait quelque chose à voir avec leur échappée. Ça, c'est marrant aussi à savoir. Il faut savoir que le Soleil a entamé un nouveau cycle d'activité en 2020. Je ne sais pas du tout. Avec une augmentation des tempêtes solaires. Or, quand il entre en éruption, l'astre du jour envoie des rayonnements qui désorientent certains animaux, comme les baleines. Et... pourquoi pas, ça serait une explication. Oh là là, une explication qui se vaut, mais la plus évidente serait que, en fait, et ça c'est pas très optimiste, hein, c'est pas très funky non plus, c'est qu'il n'y aurait plus rien à manger dans leur réserve. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher à manger. Puisque depuis une trentaine d'années, le nombre d'éléphants en Chine ne cesse d'augmenter, mais la taille des forêts que l'homme veut bien leur laisser, voilà,
c'est plus la même. Et du coup, ils sont obligés de partir pour trouver à manger. En plus, il y a eu du braconnage aussi, de la déforestation depuis les années 70. Hello, poulet cosmique, j'adore ton pseudo. Merci d'être là. Alors après, c'est la fin du stream, mais c'est un stream consacré à la culture, l'actualité culturelle. Et puis là, je faisais un petit tour du Science et Vie Junior du dernier numéro et on parle de ces éléphants en Chine qui ont parcouru plus de 500 km tout seuls, qui n'arrêtent pas de marcher et on ne comprend pas pourquoi, en gros. Mais merci d'être là, c'est cool aussi d'en avoir des nouveaux. Ouais, voilà, du coup, il faut savoir qu'ils ont un gros appétit, donc forcément, s'il n'y a plus rien à manger dans la réserve, c'est peut-être pour ça qu'ils fuient. Mais c'est... voilà, en tout cas, ils semblent franchir tous les obstacles, c'est ça qu'ils nous dit. C'est assez fou. Ah, petit following, mais trop bien. Merci pour les cosmiques, mais j'adore tellement ce pseudo. Je suis jalouse parce que j'arrive jamais à trouver des pseudos qui pètent, quoi. Alors, c'est Juliane, c'est tout pourri, parce que Juliane, ça n'a pas été pris, c'est Juliane. Mais en fait, moi, j'adorerais avoir un pseudo cool et qui soit en rapport avec la culture, mais j'ai cherché, et là, autant parfois j'ai plein d'idées qui fusent et tout, autant là, c'était le néant. Pour les cosmiques, c'est quand même... ouais. Non, mais franchement, c'est vraiment top. Bref, alors voilà, revenons à nos éléphants. Ben ouais, ils franchissent tout. On peut voir, forcément, il y a plein de vidéos qui ont été diffusées sur ça. Et c'est pas drôle, en fait, parce que ce serait... et ça, je crois que c'est un spécialiste qui nous dit ça. Joanne Michaud, je sais pas quel est son statut, je sais plus. C'est le courage du désespoir. Bah ouais, il cherche sans doute une terre hospitalière où il pourrait s'installer, le courage du désespoir. Voilà. On voit bien le paradoxe. D'un côté, les éléphants sont protégés, ce qui fait que leur nombre augmente. De l'autre, les plantations d'EVA, ouais, c'est pour le caoutchouc à l'ail de thé notamment, continuent de grignoter les forêts où vivent les éléphants. Donc voilà, pas tellement de solutions. C'est un peu... voilà, c'est parti de ces grandes problématiques écologiques qui font que, voilà, c'est terrible, quoi. Voilà. Comme d'hab, je m'étends. Allez, une dernière chose et après j'arrête là parce que je vais vous laisser partir en week-end aussi. Non, on peut pas charmer un cobra en jouant de la flûte. Non, car le cobra est insensible au son. Donc quand vous avez peut-être déjà vu des spectacles, des serpents comme ça et tout. Non, c'est pas possible. Le serpent n'est pas sensible au son. Par contre, s'il fait ça, le cobra, c'est qu'il est sensible au mouvement du musicien. Il suit le geste du musicien. Donc sachez que tout ça, c'est un peu fake finalement. Voilà. Et c'est le flûtiste qui fait tout, mais c'est pas la musique en soi. Est-ce que c'était une info complètement primordiale et indispensable? Non. Mais je voulais finir là-dessus, je sais pas pourquoi. Comme ça, pour une petite note sympathique. Voilà, bon, c'était un stream improvisé, comme je vous l'ai dit, hein, parce que beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des premiers jours à l'école, mes enfants, donc c'était priorité famille. Mais merci pour votre bienveillance, comme toujours. Et puis, moi, je vous retrouve pas demain ni après-demain, parce que je vais bosser sur mon stream, hein, pour que ça soit un peu plus funky, un peu plus sympa. Et je vais essayer de créer ma chaîne YouTube si j'ai le temps. Je vous en reparlerai lundi. Je vous retrouve lundi, 18h15. Pour une nouvelle émission dédiée à la culture, à l'actualité culturelle. Et puis voilà, merci d'avoir été là, de m'avoir suivi, d'écouter parfois aussi en différé. Et je vous souhaite à tous un très très bon week-end, un bon appétit. Et puis voilà, à lundi. Bye bye, merci beaucoup d'avoir été là.